J'avais 25 kilomètres à faire, j'en ai fait 24 et j'ai jamais fait le dernier kilomètre. Pour ta C'est-à-dire conférence. Pour ma conférence. Et ils m'attendent toujours. Le problème du stress, c'est un peu comme dans un avion. Quand quelqu'un a peur, il se dissocie de l'environnement. Et il faut parfois sortir de notre cadre pour se rendre compte du système dans lequel on est resté bloqué. Exactement. Et c'est d'abord insécurisant, parce que mon système nerveux, il n'a aucune idée de ce qui est bon pour moi dans le futur. Et si ça se passait mieux, ça c'est hyper puissant. Ça se passerait comment ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode depuis un superbe studio. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Paul Pironnet à mes côtés. Salut Paul. Salut Camille, ravi de passer ce moment avec toi dans ce beau studio, effectivement, c'est très très sympa. Ravi aussi, merci de ta présence. Paul, donc tu es le formateur de la Paul Pironnet Institut. Tu es l'une des plus grandes références de la PNL, programmation neurolinguistique en France. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Eh bien, écoute, avec plaisir. Alors, d'abord, je suis un passionné, moi, du monde humain, sous toutes ses formes. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai été formé principalement, je suis connu sur la PNL, parce que j'en fais depuis 1990. Mais avant ça, j'avais fait de la Gestalt, j'ai fait de la sophro, j'ai fait aussi beaucoup d'analyse transactionnelle. Et puis, je me suis formé comme formateur après une activité de sauvetage en mer. Et c'est en fait le sauvetage en mer qui, dans la pratique, parce que j'étais spécialisé en côte dangereuse, je me suis retrouvé dans des situations où j'avais des grosses situations donc de coup à gérer avec des équipes, parce qu'entre souffler dans un mannequin et réanimer quelqu'un avec la famille autour et tas de chocs, c'est pas du tout la même chose. Donc je me suis rendu compte à quel point, et d'ailleurs on va en parler parce que c'est vrai tous les jours, à quel point la dimension, j'ai envie de dire neuro-émotionnelle, c'est-à-dire ce qu'on vit émotionnellement en rapport avec l'environnement, eh ben, ça compte énormément. Donc il y a à la fois la prise en compte de nos états internes et de la relation qui impacte beaucoup sur la gestion des situations. Et donc, voilà, j'ai eu une brèche parce que j'ai ouvert un premier séminaire. Comme ça, j'étais encore à l'armée à l'époque. Et puis après, j'ai trouvé un monde de dingue. Donc, de séminaire en séminaire, j'ai fini par suivre une formation de formateur. Puis après, je me suis spécialisé en PNL. En 90, j'ai monté une école avec Alain Quérol. On a fait notre première décennie ensemble, entre 90 et 2000. Après, j'ai ouvert une autre structure qui s'appelait Cohésion Internationale, parce que je suis allé vivre à Genève. Ok. Ville dans laquelle je me suis marié d'ailleurs, j'ai vécu des super années là-bas. Et puis après, on a dû, pour assurer sur le monde français, ouvrir une succursale. Voilà. Et puis après 10 ans de développement, principalement en France, en fait, même si j'avais un siège à Genève, j'avais surtout une succursale à Lyon. Et j'ai lâché en fait mes partenaires sur Cohésion Internationale, qui est une boîte qui existe toujours d'ailleurs, pour avec 2 de mes salariés, décidé de remettre l'accent sur ce qui nous portait le plus, à savoir l'enseignement de la PNL. Et je suis reparti sur Paul Pironnet Institut. Voilà, et puis depuis 2010, voilà, 3e décennie jusqu'en 2020, avec la préparation à ce qui a été pour nous un champ d'accélération fantastique, c'est toutes les formations en ligne. Ouais. Et le Covid venant nous aider justement à développer cette affaire, moi j'étais prêt, donc du coup, ça nous a permis de prendre encore plus d'élan. Une grosse accélération. Depuis 2021, on a doublé notre activité juste avec Internet. Voilà, donc c'est une belle aventure à la fois entrepreneuriale, mais aussi de chef d'entreprise, parce que j'ai aussi des équipes. Ouais. Voilà, j'ai d'autres entreprises aussi à côté qui me passionnent. Donc, moi, je suis un passionné de la vie, je suis un passionné des gens. Il y a 2 choses qui m'animent beaucoup dans ce métier. C'est à la fois la diversité des gens que je rencontre, à la fois de tout niveau social, de toute ambition, toute couleur. Voilà. Et puis, la deuxième chose qui m'anime beaucoup, c'est, au-delà de rencontrer les gens, c'est d'avoir la chance de les rencontrer à un niveau plus profond. Parce que dans le cadre des formations, on ne parle pas que de météo, donc on va tout le travail plus intérieur. Profond, voilà. Ça c'est sûr. Et en plus, comme c'est des parcours assez longs, même si les gens peuvent faire des petits morceaux, mais en morceaux cumulés, ça fait quand même des formations qui peuvent aller jusqu'à 2 ans, 3 ans, en fonction des rythmes. Exactement. Et donc, du coup, c'est l'occasion aussi de connecter avec des gens qui sont dans des vraies transitions de vie. Et ça, c'est aussi très chouette. C'est vrai que j'ai complètement oublié de le dire en intro, mais j'ai l'honneur d'avoir Paul aussi à mes côtés, Polo pour les intimes, si vous m'entendez le dire, parce que j'ai eu la chance d'être formée du coup par toi à la programmation neurolinguistique. Et en effet, j'ai démarré mon parcours en 2022 sur quasi 1 an et demi jusqu'à arriver au praticien. Donc voilà, donc j'ai eu l'honneur d'être formée dans son école. Et là, on parle de PNL, programmation neurolinguistique.
Je suis sûre qu'il y a des personnes qui se disent, mais de quoi Qu'est-ce que c'est parle que ce truc? Paul, est-ce que tu peux nous l'expliquer simplement, concrètement? Oui, alors d'abord, il faut savoir que la PNL, tout le monde en fait, tout le temps, en permanence. La PNL, c'est en fait le fait de découvrir comment son cerveau et son système nerveux fonctionnent. Pour faire simple, on a une partie consciente qui a envie d'avancer, de progresser, et puis on a une partie qui est plus émotionnelle, qui est plus en arrière-plan, préconsciente et inconsciente, qui parfois suit le cheval, enfin le pilote, si je puis dire, c'est-à-dire le cavalier. Et puis parfois, le cheval, il en fait un peu à sa tête. Et donc, c'est très intéressant de voir comment cette relation qu'on a avec soi-même peut être optimisée, à la fois pour sa qualité de vie, mais surtout pour la qualité de ses interactions avec l'environnement. Donc, on va parler de pensée, de mindset, de croyance, on va parler d'état émotionnel et de l'impact que cette programmation, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui vont aimer les chiens, d'autres pas, les gens vont aimer certaines choses et pas d'autres, etc. Et on il y en voit a qui que vont tout avoir ça, peur de prendre la parole, ce genre par de exemple, choses, la on va y peur en venir. public, on va le voir, c'est très programmé, c'est-à-dire c'est de l'apprentissage en fait, hein, c'est de l'association neuro-émotionnelle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut apprendre à repérer comment ça marche, et puis du coup, de se libérer d'énormément de choses dont on n'a même pas conscience. Voilà, donc la pensée, les émotions, et puis bien sûr les micro et macro comportements, parce que les résultats qu'on a dans la vie découlent beaucoup de la forme de nos comportements. Je peux être à la fois ouvert ou pas, il y a plein de choses qui vont beaucoup influencer notre développement. Donc parfois on est sur un développement un peu linéaire, là on monte, on descend, parfois on descend un peu sans même s'en rendre compte, parce qu'on se laisse aller dans sa santé, dans ses relations, dans ses trucs, etc. Et puis parfois on est réanimé par quelque chose qui nous porte vraiment, des projets, des valeurs, et puis c'est très intéressant de voir comment on peut au fond, reprendre la main sur sa vie pour aller vers ce à quoi on aspire. En tout cas, tout ce qui permet justement de devenir un peu plus acteur, auteur, créateur de sa vie, ça, c'est des choses qui me passionnent beaucoup parce qu'on ne se rend pas compte, mais on a tous envie d'être responsable, d'avancer, etc. Mais la partie préconsciente et inconsciente, elle fonctionne complètement différemment et elle peut aussi avoir beaucoup de satisfaction à se plaindre, à critiquer, et à se mettre dans ce que j'appelle une voie un peu de garage. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir dans les interactions qu'est-ce qui va favoriser, au fond, la co-construction, le fait qu'on grandisse avec l'environnement et les contraintes qu'on rencontre, en fait, ou est-ce qu'on va se mettre un peu en mode, parfois, séparation, division, critique, etc. Et on ne s'en rend pas compte, ça fait du bien intérieurement et immédiatement, mais la réalité, c'est que ça nous dessert beaucoup. Donc c'est très intéressant de repérer comment tout ça influe notre vie. Et justement, là, tout à l'heure, tu as utilisé l'image du cavalier et du cheval. Est-ce que tu peux la reprendre justement pour illustrer quand tu parles du subconscient, inconscient? Ce que je mets dans le cavalier, je dis toujours que entre le cavalier et le cheval, c'est la qualité de la relation qui va faire que ces deux êtres vont mieux fonctionner ensemble. Ce qui veut dire que si à un moment donné, il y a, on va dire, un obstacle et qu'il y a une barrière à sauter, s'il y en a un des deux qui ne veut pas y aller, il y en a un qui remporte toujours, c'est la partie neuro-émotionnelle. Parce qu'on ne conduit pas notre vie en fonction de ce qu'on sait. Ce qu'on sait, ça nous apporte de la conscience et ça sert énormément, ça nous élève. Mais s'il suffisait de lire un livre sur comment bien s'alimenter pour le faire, ce serait facile. Il y a tas de choses qu'on aimerait faire, du sport, faire attention, mieux communiquer, enfin, il y a plein de choses qu'on aimerait faire. Parler en public, par exemple, on va le voir, et ressentir en soi des insécurités. Moi, par exemple, ça va peut-être te surprendre, je ne sais pas si je te l'avais déjà dit d'ailleurs, mais moi, une de mes premières conférences qui a été importante, aujourd'hui j'ai l'air très à l'aise comme ça quand je parle en public, tu m'as vu beaucoup en formation, je fais des conférences, tout ça, mais dis-toi bien que la première des conférences importantes sur laquelle j'ai été sollicité, quand on me l'a dit, quand on m'a dit « Ouais, Polo, moi j'ai sauté en l'air, je me revois chez moi, super content, etc. » Et à ce moment-là, tu étais excité à l'idée. C'était quelque chose. Excité à l'idée. Tu vois, là, le cavalier, il avait vraiment envie d'y aller. Le cavalier, donc, j'ai presque envie de dire le cheval aussi, tu vois. Et le mental et la l'inconscient. partie neuro-émotionnelle. Et puis, en me rapprochant, si tu veux, il y a mes vieux travers d'avant, mes grosses insécurités, on pourrait y revenir là-dessus, mais qui m'ont un peu rattrapé, à tel point qu'il y avait 25 km à faire. J'en ai fait 24. Et je me souviens, j'ai garé ma 2 chevaux jaunes de l'époque et j'ai jamais fait le dernier kilomètre. Pour ta conférence. Pour ma conférence. Et ils m'attendent toujours. Ça fait quelques années. Ça fait quelques années. C'était j'ai 22, 23 ans, tu vois, à peu près. J'adore. Et donc, du coup, j'ai fait demi-tour en expliquant que j'avais eu des problèmes de voiture, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais en fait, j'étais dans un tel stress. Je pense qu'il y a plein de personnes qui aimeraient avoir des problèmes de voiture. À ce moment-là. Mais j'étais dans un tel stress. Et là, c'est de montrer à quel point, tu vois, la partie de moi qui avait envie d'avancer y est allée. Mais je vivais, moi, à l'époque, beaucoup, sans même le savoir, dans une relation à l'environnement qui était très basée sur la compétition, la comparaison. Et plus j'étais en insécurité, plus j'avais du stress, plus du coup,
je m'en rendais pas compte, Ouais. mais je me créais des films, tu vois, incroyables. Et pour te dire, à l'époque, ça a été suffisamment fort Pour te faire demi-tour. pour me faire demi-tour. Ouais. Et c'est pas arrivé qu'une fois. Enfin, c'est arrivé qu'une fois que je suis pas allé à la conférence. Mais il y a d'autres situations comme ça que j'ai vécues de stress. Et pourtant, je peux te dire que pendant toute mon adolescence, j'ai fait face à énormément de situations compliquées. J'ai fait du sport de combat. Tu vois, j'avais une phobie de l'eau à l'âge de 14 ans. Je suis devenu maître nageur à l'âge de 18 ans, 19 ans. Après, je me suis spécialisé en côte dangereuse. Donc, j'ai fait j'ai passé énormément de caps. Tu vois, donc, je sais ce que c'est qu'être dans la compétition et ça m'a aidé. Sauf que ce que je ne me rendais pas compte, et ça, c'est vraiment un éclairage important pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y avait la volonté de réussir qui m'a fait énormément tirer de l'avant. Mais à quel prix? Parce que neuropsychologiquement, mon système nerveux était toujours dans la comparaison, l'insécurité. Donc, dès qu'il y avait de la pression, tu vois, la première fois, par exemple, pour donner un autre exemple. On les prend tous, je pense qu'il y en a plein qui sont rassurés, sachant que Paul, je tiens à le préciser, aujourd'hui anime des conférences devant des milliers de personnes. Donc, on les prend tous. Ça a été des réalités. Et c'est pas complètement fini, j'y reviendrai après, mais à l'époque, c'était fort, c'était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Et je me souviens, la première fois que je vais passer mon maître nageur, donc j'ai une des disciplines qui, pour moi, a le plus d'enjeux, c'est ce qu'on appelle un 200 mètres, 4 nages. Papillon, dos, bras, crawl, avec tous les virages, machin, truc. Et je suis tellement sous pression, tu vois. Je pars en papillon, dos, je fais un aller, un retour. Et là, je regarde les types qui sont en train de chronométrer. Et je suis tellement sous tension que j'analyse que la tête qu'ils font veut dire que je suis hors du temps. Et il y a un moment donné, j'en peux plus, j'arrête de nager. Donc le type vient vers moi, il me dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Je lui dis « Je vois bien que je suis hors du temps. » Il me dit « Maintenant, vous êtes hors du temps. » C'est clair. Tu vois, et c'est fou parce que psychologiquement, je me rappelle, j'étais presque soulagé, déçu, grande déception. Parce que tu ne peux pas savoir les heures que j'ai mis pour... Bon, je me suis après rattrapé l'année après, tu vois. Mais c'était incroyable. Et pour donner un référentiel sur le système de croyance qui était derrière, tu vois, et qui me mettait sous pression, c'était la croyance que d'abord c'est dur, que je vais pas y arriver, que c'est compliqué. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont mis en place au fil du temps et qui ont créé neuropsychologiquement un frein énorme. Alors, comme j'avais une telle envie de réussir, donc je m'accrochais à ça. Mais en même temps, à quel prix, tu vois, sur un plan neuro-émotionnel. Et pour donner la fin de l'histoire, c'est que la deuxième année, j'ai eu une nuit qui s'appelait les nuits de la natation. Et j'ai, pour des causes qui concernent des enfants dans le monde et tout ça, on nageait. Et tant qu'on nageait, les gens payaient les longueurs. Il y avait de l'argent qui tombait pour les assos. Et j'ai fait, tiens-toi bien, dans un bassin de 25 mètres, j'ai fait 7850 mètres. J'ai encore le petit diplôme. 7850 mètres, ce qui est énorme. Tu vois. Je me suis même dit, ça pourrait faire la traversée de la Manche. Il s'est passé un truc, c'est que, pour te dire comment fonctionne la psychologie, c'est-à-dire que, en fait, quand on est dans un système de croyance, c'est un peu comme quand on rentre dans une pièce, qu'on y est pendant quelques heures avec beaucoup de monde, tout d'un coup, on sort de la pièce, on revient dans la pièce, et là, on se rend compte que l'air, il serait bon de le changer. Tu vois, ça sent le canard. Mais en fait, on s'en était pas du tout rendu compte. Et un système de croyance, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on vit avec des références mentales, émotionnelles, comportementales, dans un système dans lequel on est à peu près bien psychologiquement parlant. Tu vois, il faut parfois sortir de notre cadre pour se rendre compte du système dans lequel on est resté bloqué. Exactement. Et c'est d'abord insécurisant de sortir de cette zone. Et c'est par contre, après coup, tu vois, quand on mesure la différence, qu'on dit « Ah, waouh, c'est incroyable !» Voilà. Donc, les références neuropsychologiques, elles sont incroyablement puissantes en fonction de ce qu'on va vivre, en fait. Et on va voir que, de façon tout à fait naturelle, d'abord, ce qui est nouveau nous fait peur. Exactement. Notre cerveau a envie de nous en protéger. Tu vois, si en plus, on a eu des situations passées qui ont été difficiles... Comme des références. Des références qui sont passées, qui n'ont été pas forcément évidentes. Pas forcément la réalité, d'ailleurs. Mais qu'on a perçu comme ça. Parce que moi, je n'ai pas été plus dévalorisé que quoi que ce soit, tu vois. Mais dans mon système nerveux, bon, j'ai eu des situations un peu compliquées à gérer pendant l'adolescence. Et du coup, j'ai construit l'idée que pour s'en sortir, tu vois, c'était dur, etc. Mais j'en voulais tellement que du coup, ça m'a aussi développer des qualités. Tu vois, il y a eu les deux faces de la médaille, quoi, en quelque sorte. Et pour en finir avec ma petite histoire de natation, eh bien, suite à cet événement où j'avais autant joué, autant nagé, eh bien, 15 jours après, il y avait des vacances, je me souviens, entre les deux.
Et je me souviens que notre DTN, ce qu'on appelle un directeur technique national, nous dit, bon, allez, c'est parti, 400 mètres d'échauffement papillon. Et là, il se passe un truc dans ma tête, c'est que tout d'un coup, je réalise que dans le même bassin, 15 jours avant, j'ai fait 7800, etc. Et là, il y a un truc qui se passe, c'est ce qu'on appelle un changement de référence, mais pas dans ma tête. Tout d'un coup, je me dis que ça va mieux. C'est qu'il y a tout d'un coup un changement d'expérience neuro-émotionnelle qui me fait dire, mais c'est que dalle. Ouais. C'est que dalle 400 mètres. Ouais. Ouais. Et je me jette à l'eau d'une manière tellement détendue, je ne sais pas ce qui se passe, je nage comme je n'ai jamais nagé, à tel point même que mon DTN vient me voir. Après, il me dit, Polo, qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne t'ai jamais vu nager comme ça. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit comment, à ce moment-là, changement de référence. Alors, je ne faisais pas encore de la PNL. Créer de nouvelles capacités. Créer de nouvelles capacités qui sont immédiates. Alors, je ne faisais pas de la PNL encore à l'époque. Ouais. Mais en fait, on a un processus de transformation de type neurophysiologique qui s'est passé à ce moment-là. Et heureusement, il y a plein de situations qui peuvent générer ce genre de choses, mais on voit aussi comment les freins peuvent tellement arriver. Donc aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est de détecter chez une personne, ou en tout cas de montrer à travers nos outils comment on peut détecter ça. Et puis du coup, gagner de l'aisance, tu vois, parce que c'est pas tout de vouloir réussir, mais on peut y aller avec tellement plus de plaisir, de détente aussi. Voilà, même si de temps en temps, il faut s'accrocher un peu. On est bien d'accord. Merci beaucoup pour ces partages-là. Et justement, on va rentrer de façon hyper concrète avec l'exemple que tu as commencé à évoquer avec la prise de parole en public. Comment, toi, dans ton expérience perso, t'es passé de « je fais demi-tour parce que c'est plus fort que moi, j'arrive pas à aller à cette conférence » à « aujourd'hui, je suis sur un plateau de podcast, je suis sur un plateau télé, je suis dans une conférence devant 3000 personnes et je fais pas demi-tour. Ouais. Bon, alors d'abord, il y a 36 ans entre les deux. Bon, je vous rassure, parfois, il ne faut pas que 36 ans. Mais... non. Bon, d'abord, il y avait une envie forte, c'est-à-dire moi, ce qui m'animait, j'ai toujours été animé par l'envie d'aider, de contribuer, de transmettre, etc. J'avais des modèles aussi autour de moi que j'avais trouvé. Donc ça, on va voir que c'est un levier très important. Et puis, des personnes qui m'ont dit, Polo, c'est compliqué, mais si tu veux vraiment le faire, tu peux le faire. Et moi, j'avais ce rêve de vivre de ça. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, quand on parlait de communication, et notamment de communication d'entreprise, on me regardait avec des yeux comme ça, en me disant, mais ça existe, ça, c'est pas pour les psys ou les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Donc, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça paraît évident que la communication, c'est un levier tellement puissant pour se développer. Donc, ça, c'est venu par étapes. Mais j'ai eu des gros challenges. Pour t'en donner un autre, par exemple, un jour, on me sollicite pour un grand congrès d'infirmières à Paris. Enfin, je ne savais pas que c'était un peu congrès. Moi, on me dit, Polo, il y a un atelier animé avec quelques infirmières. Donc, je me dis tout content, j'arrive, tu vois. Et puis, pour donner un peu l'idée, je devais animer l'après-midi, j'arrive vers 11h, on me dit, tiens, au premier, il y a un petit cocktail, je commence à discuter avec 2-3 gars, puis il y a un gars qui me demande un peu qui je suis, donc je raconte un peu ce que je fais là. Et puis, je lui dis, vous faites quoi ? Et il me dit, moi, je suis Premier ministre, je suis ministre, pardon, pas Premier ministre. Et c'était Claude Évin, à l'époque, qui était ministre de la Santé. Donc, tu vois, le changement de cadre, voilà. Bon, bref. Après, on passe le repas, c'est la première fois que j'entends dans les haut-parleurs, il y avait 500 personnes, à Paul Pironnet, mettre en place une stratégie gagnante dans sa vie professionnelle au premier étage, salle 101. Quand j'arrive à la salle 101, je la cherche, et puis au bout d'un moment, on me dit, mais non, c'est la première grande salle là-bas. Je dis, quand même. Puis là, j'arrive, je vois une salle de 150 personnes, tu vois. Ouais. Et là, je suis parti aux toilettes et je me suis dit, qu'est-ce que je fais, tu vois ? Est-ce que je me tire ? Voilà. Et ça va répondre à la petite question, c'est que moi, j'ai à l'époque un film qui a touché tous les jeunes de l'époque, qui s'appelait Top Gun. Ouais. Et tu sais, la référence, c'est ça qui est très intéressant, c'est d'avoir aussi de temps en temps des héros comme ça qui nous inspirent. Parce que je revois le type, tu sais, il est dans ses toilettes, il vient de perdre son ami. Et puis, le gars lui dit, tu sais, il faut vraiment que tu rebondisses sur toutes les difficultés si tu veux vraiment croire à tes rêves et y aller. Et à ce moment-là, tu vois, ça a été le coup d'envoi. Je me suis dit, allez, j'y vais. Tu vois, j'arrête de penser, j'y vais. Entre-temps, il y avait en plus FR3 qui était arrivé dans la salle. Enfin bon, bref, moi, je sortais de mon œuf, tu vois, c'était vraiment nouveau. Bon, bref, j'ai fait cette conférence, et c'est au demeurant très bien passé. Et une semaine après, je me retrouve sur un parking à Grenoble, aller voir une DRH. Et là, je suis dans la voiture. J'avais changé de voiture à l'époque, j'étais passé sur une R5. Et jaune ou pas. Et je reste dans la voiture et tu vois, j'ai vraiment angoissé. Et je me dis, mais c'est dingue le cerveau. Ouais. Je parlais il y a encore une semaine devant 150 personnes et là j'ai peur d'aller voir une personne. Donc c'est ces découvertes-là, tu vois, qui m'ont aidé en fait à traverser ça et de me dire
il y a ce que je veux et il y a la partie de moi émotionnelle qui est à prendre en compte, qui est à écouter. Voilà, et puis après, il faut négocier avec. Et c'est ça que je trouve de dingue. Et en même temps, tellement limitant. C'est qu'on n'a pas appris à discuter souvent avec notre cheval. Exactement, avec la partie inconsciente. Voilà. Et malheureusement, émotionnelle. On croit que parfois, comprendre, ça suffit pour faire les choses. Et du coup, on vit de la culpabilité alors qu'on le sait qu'on ne le fait pas. Mais en fait, du coup, qu'est-ce qui se passe ? On se culpabilise. Ah mince, j'aurais dû, pourquoi je ne l'ai pas fait, machin. Et malheureusement, ce processus de culpabilisation va renforcer cette dissonance qu'il y a entre le cavalier et le cheval. Entre le cavalier et le cheval, ce qu'il lui faut, c'est de l'amour, c'est de la relation, c'est de l'écoute. Alors, quand on va aider une personne qui, par exemple, est en situation de stress, que ce soit moi, parce que ça m'arrive encore quand je fais des conférences, des Noëls, et que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, que j'ai un nouveau public et qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et d'ailleurs, le stress peut aussi être bon dans ces moments-là, parce que ça peut donner la petite impulsion pour être dans, dans les meilleures conditions. Exactement, le stress, il n'est pas que négatif. Ce qui est embêtant, c'est de rester sous le facteur de stress. Et puis après, c'est surtout la manière dont on va le gérer au moment où on va le gérer. Heureusement qu'il y a des stress qui nous font courir plus vite. Parfois, courage, fuyons, c'est une bonne, c'est une bonne ressource. Voilà. Mais quand ça va à l'encontre des projets qu'on a, c'est plus embêtant. La peur de demander, par exemple, c'est quand même vachement répandu, tu vois. Et c'est très intéressant de voir comment la relation avec soi peut être modifiée. Et c'est ce que va faire un coach, par exemple. Toi, tu le fais très bien puisque tu accompagnes des gens là-dessus. Voilà, tu vas te mettre à l'écoute de la personne, tu vas dire, tiens, qu'est-ce qui se passe voilà. Soit elle va te parler de ses frustrations, ses angoisses, etc. Tu dis, OK, qu'est-ce que ça joue ? Et puis ensuite, à partir de là, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Et puis là, on a des protocoles, si tu veux, pour on va dire, communiquer avec cette partie émotionnelle et puis lui permettre, du coup, de se libérer par quelques alignements, on va dire, de points clés. Mais pour moi, cette découverte de la relation intérieure à soi, alors bien sûr, avec les autres, c'est vachement sympa, tu vois, quand on fait de l'accompagnement et tout ça. Mais je pense que la personne que j'ai le plus accompagnée, c'est moi-même. Hein. Exactement. Et c'est presque notre but, finalement. Voilà. Et justement, moi, je suis absolument convaincue, et la PNL, ça fait partie des outils que j'utilise pour accompagner les individus à dépasser leur peur de la prise de parole en public. Je suis curieuse d'avoir ton avis à toi. En quoi, du coup, la PNL peut aider une personne à dépasser sa peur ? Déjà, t'as aidé, d'ailleurs. Ouais. Parce que, en fait, quelqu'un qui angoisse, il fait de la PNL inversée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le système nerveux ? Mon cheval, il évalue, faire la partie préconsciente et inconsciente, évalue une situation, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fonction des références. Donc, je vais arriver dans une chambre d'hôtel, je te dirai qu'elle est bien ou pas bien en fonction de mes références. Ça, c'est hyper important déjà. Ouais, c'est très important. Ouais. La deuxième chose qui est très important à comprendre quand on parle de cette partie préconsciente et inconsciente, c'est qu'il y a deux choses qu'elle adore. Cette partie, c'est un, ce qu'elle connaît, et deux, ce qui la fait kiffer. Donc, si à un moment donné, il y a une situation qui ne la fait pas kiffer du tout parce qu'elle ne la connaît pas, le premier réflexe, c'est de protéger. Et parfois, j'y vais pas parce que je suis insécure. Et il y a toujours une peur derrière nos résistances. Donc, après, cette peur, elle est soit fantasmée, soit réelle. Donc, la première chose, c'est d'écouter cette peur et d'entrer en contact. Qu'est-ce qui la provoque, cette peur ? Ça devient intéressant. C'est que le cerveau évalue la situation d'une certaine manière pour ressentir ça. Sauf que, comme ça se passe en arrière-plan, sauf si je te dis, tiens, qu'est-ce que tu ressens ? Et quand tu ressens ça, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Là, tu vas voir qu'en fonction du ressenti dans lequel je suis, où tu es, où nous sommes, eh bien, nos pensées vont s'orienter dans des représentations. Visuelles, auditives, kinesthésiques. C'est-à-dire que je vais me dire des choses, je vais voir des choses et qui vont être en cohérence avec ce que je ressens. À ce moment-là. À ce moment-là. Ouais. Quand je suis dans la peur, l'insécurité, évidemment, elle est alimentée par... Alors, soit j'approche de la situation en question et ce mental continue à fonctionner, même hors de mon champ de conscience. Mais comme j'ai de la pression, je me dis, oulala... Alors, un coup, je me dis, il faut que j'y aille, et en même temps, j'ai peur, et il faut que j'y aille, et en même temps, j'ai peur, et mince, et est-ce que j'ai été bon, et est-ce que la dernière fois, ça a été bon ? Ah, je me souviens, ça n'a pas été forcément le cas. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans l'insécurité ? Le cerveau, il n'anticipe pas la situation, il n'anticipe pas le futur de la même façon, et il ne va pas chercher dans le passé les mêmes références. Tu vois ? Donc, c'est très important de comprendre que le cheval, il fonctionne en fonction des références. Il perçoit un avenir. S'il y a un danger, il dit « oulala, danger ».
Et quand il y a un danger, lui, son job, c'est surtout d'identifier les sources de ce danger, qu'elles soient réelles ou fantasmées. Il ne fait pas la différence. Exactement. Voilà. Donc si en plus, imaginons qu'on va dans le futur, la personne est calée sur une perception d'elle-même, même partielle, d'échec ou de remise en cause, ou d'enjeu, ou de comparaison, ou de je ne sais pas quoi, et du coup, insécurité. Et cette insécurité, clac, elle va aller chercher des références. Donc s'il y a eu en plus un passé compliqué, la personne descend ce que j'appelle moi en mode crash. Ouais. Et en mode crash, c'est perceptions, sentiments et comportements qui vont aller à l'inverse. Et je vais encore plus baisser finalement ma perception de ma capacité à y arriver. Ça va s'entretenir. C'est tellement en pression que des choses très simples, j'arrive plus à les faire. Ouais. Des idées très simples, j'arrive plus à y penser. Parce qu'il y a un facteur de stress qui va diminuer mon champ de potentiel. Voilà. Il y a des stress qui donnent du potentiel, mais il y a des stress qui diminuent énormément le potentiel. Et comment on fait du coup pour pouvoir augmenter son potentiel? Tout passe par la relation qu'on va avoir avec soi. Ouais. Alors, soit quelqu'un va m'apprendre à le faire, ce que tu fais très bien quand tu accompagnes des personnes, soit je vais apprendre à le faire. Alors déjà, à repérer ce qui se passe dans ma tête. Donc, mettre de la conscience. Oui, mettre de la conscience, surtout la sensibilité. Ouais. Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je suis en train de me raconter. Ouais. Et du coup, de me dire, prendre de la distance. Voilà. Et zéro culpabilité là-dessus. Qu'est-ce que je suis en train de me dire qui est en correspondance avec ce que je vis. Voilà. Et au fond, alors après, la question magique arrive, une fois qu'on a écouté, la frustration, c'est « et si ça se passait mieux ?» Ça, c'est hyper puissant. Ça se passerait comment? Mais là, il ne faut pas que je sois dans de la réflexion. Il faut que je le ressente. Mais pour le ressentir, parce que tu as raison, il faut le ressentir, mais pour le ressentir, il faut passer par de la représentation neurophysiologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui impacte le plus mon système nerveux, ce n'est pas ma réflexion, ce sont mes représentations. Donc, si moi, je pense au stress, je n'ai pas du tout les mêmes représentations que si je me vois détendu. Donc, la première chose à repérer, c'est que quand je suis en facteur de stress, mon vocabulaire, mes représentations vont être cohérentes avec ce facteur de stress. C'est un peu... Le système nerveux, c'est très simple. C'est bigrement puissant, mais tout dépend dans quel axe on l'envoie. Si par exemple, je suis dans un grand virage, en vélo, et que je vois une pierre au milieu du virage, il suffit que je regarde la pierre pour que préconsciemment et inconsciemment, tout mon système nerveux s'organise pour aller rouler sur la pierre. Mais si je veux éviter la pierre, je regarde. J'aurais tendance, si je suis dans la peur, à voir la pierre. Et à pas me rendre compte qu'en regardant la pierre que je cherche à éviter, dans facteur de stress, eh bien, je m'en rends pas compte, mais tout mon système nerveux va s'aligner sur la pierre. Parce que mon système nerveux, il a aucune idée de ce qui est bon pour moi dans le futur. Lui, il s'accorde sur ce qu'il voit. C'est ce qui fait qu'une personne peut être devant le plus beau des panoramas qu'on pourrait prendre en image dans sa vie, mais être toujours attiré par les 3 papiers gras qui traînent. Et sa réaction physiologique sera évidemment pas la même. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est d'amener la personne à prendre conscience que ce qui dirige sa vie, c'est ses émotions. Et qu'est-ce qui dirige nos émotions? Ce sont nos représentations. Donc la question est, si ça se passait mieux pour moi dans cette situation, ça se passerait comment? Et là, on a des outils qui vont nous aider à mieux piloter le cerveau. Le premier outil, qui est très important, je peux te dire, moi je gère mes propres situations de stress avec cette technique, et je peux te dire qu'avec des années de PNL, si je me laisse aller, je ne me rends même pas compte de comment je pars en stress en fait. Et la première chose à faire, c'est à me voir évidemment au meilleur de moi-même. Donc ça veut dire, la question, je reviens dessus, si j'étais au meilleur de moi-même, je serais comment? Et là, la clé, c'est de se voir de manière dissociée. Dissociée, ça veut dire à distance. Parce que la plupart du temps... Comme si tu voyais la scène où tu voyais Polo en train de faire l'interview du podcast ou une personne en train de faire une conférence, animer une réunion, ce type de choses. Ça s'appelle se voir à distance. Ouais, c'est un peu comme regarder quelqu'un qui descend un escalier en vélo, fermer les yeux et imaginer qu'on est sur le vélo. Ça ne fait pas du tout la même chose. Exactement. Donc ça, c'est une grande faculté du cerveau droit, d'être associé ou dissocié. Ça paraît simple, mais c'est énorme. Et en fait, dès qu'on est en facteur de stress, le cerveau, il ne fonctionne pas de manière dissociée. Il fonctionne de manière associée.
Donc, l'idée première, c'est hop, je prends du recul. J'inspire, je respire, voilà. Je prends un peu de recul et je me dis, tiens, et si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Et là, on ne va pas chercher le contenu. Parce que nous, quand on prépare quelqu'un dans une conférence, on ne prépare pas la conférence, on prépare le conférencier ou la conférencière. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est très important. Là parce où que les personnes ont plutôt tendance à se focaliser sur le contenu, la conférence, etc. Voilà. Alors qu'avant tout, 80%, si ce n'est 100%, c'est le conférencier. Absolument. Tellement. Nous, on fait de la préparation neurophysiologique. Ouais. Ça veut dire que si la personne doit jouer un morceau de piano et qu'elle n'a jamais appris le morceau de piano, on peut faire toute la PNL qu'on veut, à part la mettre à l'aise à faire n'importe quoi avec son piano, mais c'est la seule chose qu'on va obtenir. Par contre, on sait que si elle est beaucoup plus à l'aise, on sait qu'on a un facteur plus important d'intelligence dans le rapport qu'elle va avoir avec la situation qu'elle a gérée. Si elle-même est en stress, on sait que des choses aussi simples qu'elle a l'habitude de faire peuvent complètement se perdre. C'est la personne, je ne me souviens plus, mince, je ne me souviens plus, j'y arrive plus. Voilà, on rentre en état de panique et les choses les plus simples, on n'arrive pas à les faire. Ouais. Pourquoi? Parce que le système nerveux se met en urgence. Voilà. Et donc, du coup, il perd énormément de capacité. À part dans certains cas où le stress peut révéler des ressources. Mais ça, c'est qu'on a une porte de sortie, qu'on a une urgence et qu'on est capable de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Mais pourquoi? Parce qu'on a un axe. On sait où on va. On a une intuition qui nous dit il faut aller par là. Donc, on est capable de mobiliser une énergie de dingue pour aller dans une direction auquel on n'aurait jamais cru penser possible, en fait. Mais pourquoi? Parce qu'on canalise l'énergie dans une direction. Maintenant, si mon cerveau est orienté sur de la perte, je vais droit dans la perte. Exactement. Donc, premier point, très important, accueillir ce qu'on vit. Deuxième point, se dire, waouh, si ça se passait bien, si ça se passait mieux, si j'étais au top de moi-même, ça se passerait comment? Et c'est là qu'on va voir les choses de l'extérieur. Voilà. Donc, il y a des petites techniques comme ça qui s'apprennent, voir de l'extérieur. Me voir au meilleur de moi-même, ça veut dire me voir dans ma posture. Parce que je suis plutôt courbé, ouvert, et on va voir que l'attitude corporelle, ça joue énormément. On va voir aussi que le regard, le sourire... les pensées que j'entretiens aussi. Oui, les pensées, mais surtout le ton. Le ton avec lequel je me parle ou je parle. Est-ce que j'ai une voix plutôt posée, calme, tranquille? Est-ce que j'ai une voix plutôt excitée ou insécure, enfin, etc. Et c'est des petits détails qui vont faire une grosse différence. Et enfin, on va les jouer. Donc, on joue sur 3 niveaux. Visuel, auditif, parce que c'est très puissant pour le cerveau. Et enfin, kinesthésique, ça veut dire qu'il renvoie au ressenti. Donc ça, c'est un peu la première étape. C'est, au fond, si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Et déjà, à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, mais tu le fais aussi, dès qu'elle se voit mieux, à l'extérieur, voire sous plusieurs angles, automatiquement, elle se détend déjà. Ouais, donc, deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire fermer les yeux. On va dire, maintenant, ressens ça. Et là, il y a un deuxième levier qui est très important et qui fait dépasser n'importe quelle situation compliquée, c'est de connecter à des valeurs. C'est quand tu vis ça, imagine que tu sois de plus en plus souvent là-dedans, dans ce contexte-là. C'est quoi les valeurs que tu nourris? Comme ça, inspire. Dis-moi ce que ça nourrit tellement important pour toi dans le temps. Si tu es à première chose, deuxième chose, troisième chose. Donc là, on se connecte à quelque chose d'encore plus grand, voilà, plus élevé, assez à important. Son cœur, machin, assez important. Ouais. Et là, waouh. Donc, on va déjà aller chercher chez soi quelles sont ses valeurs. Ensuite, on va inviter la personne éventuellement à se mettre à la place du ou des interlocuteurs pour se dire aussi quel impact positif il y a sur l'environnement, ce qui va permettre au cheval de sortir de ce sentiment d'être jugé ou mal jugé, etc. Puisqu'en se mettant à la place des personnes et en recevant ou en prenant conscience de l'impact positif du fait d'être au meilleur de soi. Voilà. Après, on va revenir sur les micro-comportements qui font une différence, parce qu'effectivement, quand on est au top, on n'est pas la même personne que quand on est en mode un peu défense. Et puis après, il y a des jeux d'énergie, c'est-à-dire qu'on va vraiment connecter à la conscience du bénéfice émotionnel qui est... qu'on est capable de toucher. Ressentir, Il y a un truc qui est génial dans le cerveau, c'est qu'il peut être plus heureux à l'idée d'un futur qui n'est pas encore arrivé, qu'une fois dans le futur, on est parfois plus heureux à l'idée de partir en vacances, je dis souvent, que d'y être, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de très moteur, c'est quelque chose de génial dans le système nerveux, c'est qu'on peut amener la personne dans la conscience neuro-émotionnelle du fait d'avoir déjà traversé cette situation, la connecter très fortement dans cette vibration. Donc là, on va parler d'énergie, de vibration, de fréquence. Ouais. Et quand elle est vraiment dans cette fréquence, du coup, on va repasser l'ensemble des étapes et on sait qu'on est en train de réorganiser à un niveau, pas mental, mais à un niveau neuro-émotionnel, le système nerveux de façon à ce que la personne soit ou est associée à cette situation quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, ce qui pourrait être le cas si c'était la 3e, 4e, 5e fois qu'elle
qu'elle a déjà fait ce truc-là. Parce que ça remplace, du coup. Oui, ça le remplace. Parce que le système émotionnel, il croit à une réalité dans laquelle il est. Que cette réalité soit au top ou au moins bon, le système nerveux, lui, il juge pas, il vit les choses. Voilà. C'est le mental qui juge. Et malheureusement, quand le mental voudrait une chose et qu'il a le sentiment que la partie émotionnelle ne suit pas, très souvent, on passe en mode culpabilité. Ok. Et ça, malheureusement, c'est pas fait le lien avec la culpabilité. Ok. Ouais. On se dit, oula, je vais pas y arriver, je suis nul, encore une fois, etc. Alors, parfois, c'est conscient, parfois, c'est même pas conscient. Oui, bien sûr. Ouais. Du coup, le système nerveux, lui, quand on descend en mode culpabilité, ce que j'appelle en mode crash, victimisation, en fait, c'est pas négatif en soi, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses importantes qui se jouent au niveau de notre valeur émotionnelle. C'est qu'un, on trouve que l'environnement n'est pas aimant à notre égard. Donc, du coup, on a des doutes, on se sent jugé, etc. Tous les problèmes de comparaison, tout ça. Et en plus, quand ça ne marche pas ou quand il y a des situations qui sont compliquées, on trouve qu'elles sont injustes. Elles sont injustes. Ou alors, on est en demande à tout prix d'être aidé. Et si les autres ne nous aident pas, on est... Voilà, tout de suite, on se dit, oula, est-ce que je dérange? Tu vois, il y a des phénomènes d'insécurité qui vont s'amplifier. Voilà, donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut transformer ça relativement rapidement, quelle que soit l'histoire qu'on a eue. C'est justement ce sur quoi je voulais t'emmener, c'est tu vois, quelqu'un qui nous écoute, qui nous dit « Ok, je comprends, je peux changer finalement mes représentations, etc. » Mais si moi, à l'évidence, la dernière fois ou les 5-10 dernières fois, ça a été horrible pour moi, j'ai bégayé, j'ai eu un blanc, j'ai été toute rouge, j'étais transpirant, enfin... Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui a eu même une très mauvaise expérience, tu vois, par exemple, qui serait fait pointer du doigt ou autre? Là, tu vois, c'est intéressant ce que tu me dis parce que tu es en train d'exceller dans un process qui est inversé. Tu viens de me dire que tu étais nul, etc. Donc, à qui tu dis ça? À ton cheval. À moi et à ton cheval. Et en plus, tu le crois. Tu le crois parce que c'est la référence émotionnelle dans laquelle tu as été. Donc, cette croyance, malheureusement, elle te fragilise. Alors, c'est pas grave, mais juste le fait de prendre conscience de ce modèle, j'ai juste une question. Est-ce que tu penses que c'est une position d'avenir pour toi? Je suis complètement d'accord. Et tu vois, dans les personnes que j'accompagne, il y en a qui vont dire, mais je rêve. Donc, le mental, en effet, va être je rêve. Mais parce qu'il y aura un mais derrière. Exactement, c'est généralement... Mais émotionnellement. J'ai jamais été comme ça. J'ai pas assez confiance en moi. Ça, c'est émotionnellement. Exactement. Mais émotionnellement. Voilà. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit la tête qui parle. J'aimerais. Ça, c'est la partie qui réfléchit et qui aspire à, évidemment, avoir plus. Et l'autre en bas qui dit ah oui, mais tu comprends, etc. Alors, dès qu'elle est en insécurité, parce que c'est de l'insécurité, elle va justifier par le j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la capacité, j'ai pas eu le truc, en plus j'ai déjà échoué, c'est pas mon truc, etc. J'ai jamais de chance. J'ai jamais de chance, etc. Donc, du coup, c'est pas grave tout ça, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut rester dans la situation que l'on connaît, parce que c'est une situation d'avenir, que de continuer à ressentir ça ou pas? Moi, j'insiste beaucoup pour aider les gens à dissocier les deux. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu te dis, toi? Qu'est-ce que l'amour dit? Qu'est-ce que l'envie te dit? Qu'est-ce que ton désir te dit? Vers quoi tu as envie d'aller? Comme ça, si tu crois à tes rêves. Et puis, qu'est-ce que tu sens intérieurement au regard de ta vie, de ton passé, de ce que tu connais? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu te dis qui te tire d'avant? Et qu'est-ce que tu ressens? Et juste dissocier un peu les mondes, là, tu vas voir. Et peu à peu, tu vas voir que ce que tu ressens, c'est ce que vit ton cheval. Et c'est une réalité. Voilà. La question, c'est comment tu l'entretiens. Parce que si tu as peur et que cette peur se renouvelle, c'est qu'on est bien d'accord qu'il y a un processus qui se répète. Exactement. Voilà. Exactement. Donc nous, le truc, c'est de libérer ça. Ouais. Et c'est pour ça que tout le travail, on parle beaucoup des croyances limitantes, etc. Mais en fait, les croyances limitantes, ce n'est rien d'autre qu'un sentiment. Et qui parfois se traduit en certitude. J'ai vraiment le sentiment que je n'y arriverai pas. Et donc, du coup, pris là-dedans, mon cerveau, il va chercher des bonnes raisons de ne pas y aller. Et c'est ce qu'on appelle aussi la procrastination, par exemple. Je sais très bien qu'il faudrait que j'écrive, que je passe le coup de fil, que je fasse ça, mais j'ai toujours autre chose de plus stimulant à faire. Et s'il y a de l'insécurité, tu comprends bien que le cheval, il trouve encore plus de raisons à se stimuler par d'autres choses que la bonne chose. Voilà. Donc, c'est aussi intéressant parce que procrastiner, ça veut simplement dire que l'inconscient nourrit autrement d'autres valeurs. Voilà. C'est qu'il y a quand même toujours une intention positive derrière le fait de procrastiner. C'est jamais grave. Ou que finalement, il y a une intention positive vers le fait de ne pas
De ne pas y aller. De pas y aller. De pas y aller. Je prends par exemple la dynamique de l'argent. C'est évidemment un thème qui touche beaucoup de monde. Ou prenons des conférences, puisque toi, tu es là pour préparer des conférences ou des examens ou des situations particulières. Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas y aller, en fait? Il y a plein de gens qui aimeraient parler, monter sur scène, etc. Mais qu'est-ce qui fait que je ne vais pas y aller? C'est pas ce que je me dis. Ce que je me dis, j'aimerais bien. Tu vois. Ce qui fait que je ne vais pas y aller, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Et là, très souvent, malheureusement, je me sens pas assez, je me sens machin, etc. Donc, on a juste besoin d'accueillir cette partie et de découvrir comment cette partie ressent ça et comment, jusqu'à présent, elle a continué à ressentir ça. Alors, c'est clair que si, en plus, j'ai eu des expériences de gens importants à mes yeux, parents, professeurs, etc., qui m'ont un petit peu assommé là-dessus, je garde des traces, comme on dit. C'est ce qu'on appelle des expériences de référence qui sont un peu douloureuses. Voilà. Mais je pense une chose, il n'y a pas plus puissant que l'espoir pour vivre. L'espoir fait vivre. Et l'avenir peut nous tirer bien davantage que le passé nous pousse. Mais pour ça, il faut reconnecter à cet avenir. Et cet avenir, il est fait de représentation de ce que je veux sur un plan neurophysiologique, ce que j'appelle en mode de représentation. Si j'étais au milieu de moi-même, dans ce contexte-là, avec ces personnes-là, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que je suis vraiment fier de ça? Est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que ça répond à mes aspirations? Si je l'étais, pourquoi? Et vis-à-vis de qui? Et au fond, c'est quoi le gap que j'ai besoin de faire évoluer en termes d'attitude, de comportement, de positionnement? Et au fond, si c'était déjà là, qu'est-ce que je ressentirais? Parce que ça, c'est le meilleur moteur. Le cheval, il adore se faire plaisir. Et s'il kiffe... j'ai connu une école comme ça. Ce sont des jeunes qui apprennent le théâtre. Ouais. Et alors, chaque année, à la fin de l'année, il y a un grand spectacle qui est donné par les anciens. Et comme les nouveaux sont inscrits un peu à l'avance, à la fin du spectacle, ils font venir sur scène tous les nouveaux qui vont commencer le cycle après. Et la première chose par laquelle ils commencent, c'est de recevoir un immense applaudissement. Et ça, c'est très intéressant ça les conditionne, finalement. Ça conditionne, évidemment, parce qu'un gros applaudissement, c'est quelque chose sur le plan sensoriel, même si on n'a pas forcément fait le spectacle, mais ils sont vraiment applaudis pour leur décision, leur ambition, et ils font l'expérience d'une scène avec un grand applaudissement, et ça, c'est quelque chose de chouette, parce que ça les tire de l'avant, en fait. Voilà, donc le cheval, il a besoin de désir, il a besoin d'aimer ce vers quoi il tend. Il a besoin de se sentir en joie aussi quand il fait les choses. Et peu à peu, il va se sentir de plus en plus en paix. Il faut jouer avec les jeux. J'aime beaucoup le jeu, JE et le JEU. Et je crois que pour jouer JEU, il faut élever son niveau de jeu JE. Donc, c'est préparer le conférencier pour qu'il fasse une meilleure conférence. Et c'est la première chose. Donc, l'énergie interne. Et la deuxième qui va jouer énormément, c'est la qualité de l'interaction. Parce que s'il y a un truc qui va aider énormément de conférenciers, c'est l'interaction. Et d'ailleurs, en général, le stress commence tant qu'on n'a pas eu d'interaction. C'est un peu comme aller voir une personne qu'on ne connaît pas et de l'aborder quand on ne la connaît pas, lui poser la première question. Une fois que le rapport il est construit, on a beaucoup moins peur. Et en public, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que je l'ai vu tellement de fois, que ce soit pour des artistes ou des choses comme ça, qui sont capables, même des années après des années et des années ils ont toujours un stress qui est très fort avant. Et très souvent, ils n'ont pas forcément saisi que la qualité de leur prestation, elle est directement proportionnelle à la qualité de l'interaction qu'ils ont avec le public. Ce qui fait qu'au début, ils ont peur. Dès qu'ils sont sur scène et qu'ils commencent à balancer les premiers trucs, ça commence à se calmer parce qu'ils sont passés dans l'action. Et ensuite, ils vont avoir les premiers feedbacks. Ce que j'allais dire, quand on commence, s'il y a un petit rire, etc., alors on monte en puissance. Voilà. Ils vont commencer à interagir. Et dans cette qualité d'interaction, ça, c'est un tips très important. C'est là que va se révéler le plus l'artiste ou la personne qui est sur scène. Voilà, donc, on prépare l'intérieur pour être au meilleur de soi. Parce qu'évidemment, c'est important aussi de préparer un peu sa conférence, bien que vaut mieux arriver dans une superbe énergie, pas préparée sur le contenu. Exactement. Parce que le flow va faire le reste. Je clique dessus parce que très souvent, tu vois, dans les exercices de prise de parole en public, ça va être je vais me concentrer sur ma gestuelle, sur comment est-ce que je me tiens, etc., qui est important, ça a un impact aussi positif sur le cerveau. Mais finalement, ce que tu viens de dire, là, le côté
émotionnel, le côté énergie, le côté dans quel niveau de confiance en fait je suis et d'excitation presque en fait à l'idée d'être sur scène ou de faire cette conférence. Pour moi, c'est 80% en fait du succès de la présentation. Parce que c'est la qualité de notre énergie qui structure tout le reste. Exactement. Elle ouvre le champ au niveau des comportements, au niveau des émotions, au niveau de la perception aussi. Et plus je suis en interaction avec mon public, plus je suis inspiré. L'inspiration, souvent les gens me disent, mais Polo, ça vient d'où l'inspiration ? L'inspiration, c'est ce qu'on va appeler, nous, un état de flow. Et l'inspiration, ça découle directement de la qualité de la relation. Même en accompagnement individuel, les coachs, ceux qui font de l'accompagnement, me disent, il y a des fois, Polo, je ne sais pas d'où ça venait. Ben, ça vient de la qualité du rapport que tu as avec la personne. Plus tu es en qualité d'échange, plus tu prédis ce qu'elle va dire, tu la sens, tu trouves les trucs, tu te demandes d'où tu vas chercher cette forme d'excellence. Mais c'est une connexion. Et c'est ça l'inspiration. L'inspiration, ça vient de cette qualité de reliance, je pense, à la fois à qui nous sommes, dans ce qui nous anime, dans la raison d'être ici, et en même temps dans la qualité de la relation que je vais avoir avec les personnes qui m'entourent. Et c'est pour ça que dans le parler en public, en tout cas, moi, quand je forme des conférenciers ou des formateurs, c'est un type très important, c'est tout de suite comment générer de l'interaction. Et même le public, c'est pareil pour lui. C'est dès qu'il a l'occasion de pouvoir interagir avec l'animateur ou l'artiste qui est sur scène, tout de suite, il y a un lien qui se passe qui est différent. Ok. C'est génial parce que là, on a vraiment été embarqués finalement dans comment est-ce que tout ça fonctionne. Pour des personnes qui, finalement, ont une problématique comme la prise de parole en public, vont d'abord aller chercher des outils à l'extérieur. Donc, des techniques, des outils, gérer son stress, avoir des beaux slides, se préparer, avoir un cadre en fait qui rassure. Ça reste important. Ce qui reste important, on est bien d'accord. Mais quand on est sur une problématique d'ordre émotionnel, peur, finalement, c'est vraiment à l'intérieur qu'il faut d'abord aller chercher, comprendre les mécanismes, voir quels sont les leviers, parce que tu vois, ce que tu as évoqué avec le fait de se dissocier, de faire des représentations, on n'a pas appris ça à l'école, quoi. Alors non, que c'est un pouvoir c'est pas forcément intuitif. C'est pas intuitif. Et donc, comprendre que finalement, avec tous ces mécanismes-là, ces outils-là, en fait, on peut reprendre le pouvoir sur la situation, on peut remplacer finalement nos fichiers, on peut se reprogrammer, on utilise souvent ce mot-là finalement. Et là, on arrive un peu plus sur la fin. Toi, si on parle de la prise de parole en public, mais en fait, c'est tellement vrai pour toutes les peurs, ça serait quoi, toi, le message que tu aimerais faire passer à une personne qui sent bloquée, engluée dans une peur là actuellement ? Être en lien. Être en lien. Ouais. Dès qu'on est en qualité de lien avec l'environnement, toi, en t'écoutant, je repensais à des conférences que j'ai eu données, puis j'en ai donné beaucoup. À une époque, j'en faisais 3 par semaine, tu vois, quand j'ai développé l'école de PNL à Grenoble. Et j'ai pas toujours été très à l'aise, puisque, après, à force, ça allait mieux. Mais le gros truc pour moi, c'était surtout pas d'aller me cacher derrière la scène et d'arriver ensuite. C'était d'être dans le public. Donc, j'allais à la porte, je leur disais bonjour, comment ça va, etc. Et je créais du lien avec eux. Ce qui fait que quand j'arrivais sur scène, écoutez, je suis content de vous accueillir, j'ai l'impression d'accueillir la famille, les copains, etc. Parce que j'ai déjà créé un lien avec eux. Et quand on m'invitait dans les conférences, tu vois, et qu'il y a par exemple des conférenciers, moi je vais dans la salle. Je veux sentir les gens, je veux être avec eux. Et ça, c'est le truc qui m'aide le plus. Tu vois, t'imprégner de leur énergie, à chaque fois que c'est possible, et c'est vraiment un truc, c'est mettez-vous en lien. Si vous êtes en insécurité, mettez-vous en lien de qualité avec l'environnement. Parce que dès que vous êtes dans le flow, l'interaction positive, tout se détend en fait. Le problème du stress, c'est un peu comme dans un avion. Quand quelqu'un a peur, il se dissocie de l'environnement. C'est un facteur. Les facteurs de stress font ça. Pourquoi ? Parce qu'on est en facteur de stress parce qu'au fond, notre cheval, il n'est pas bien avec l'environnement. Il est dans un lien, il a peur. Soit il cherche à le fuir, soit à l'attaquer, mais il n'est pas bien. Donc du coup, tout le système nerveux va nous couper de l'environnement. Et par exemple, le fait de faire le tour de la salle, ça a l'air de rien pour un conférencier, mais de venir la veille, de faire le tour de la salle, de s'asseoir dans un siège, puis dans un autre, d'épouser en quelque sorte l'énergie. Alors, quand c'est possible, c'est pas toujours possible. C'est ce que j'allais dire. C'est pas toujours possible, mais c'est très intéressant de le faire quand c'est possible. D'être avec les gens, Alors, en général, on est très avenant, parce que, en plus, quand il y a état de stress, on fait plus attention aussi aux gens, en tout cas qu'on connaît moins. Ceux qu'on connaît mieux, on est un peu moins attentif. Ça, c'est aussi un facteur de stress. Pour avoir accompagné beaucoup de gens dans les compétitions importantes sportives,
pour moi, un des facteurs, c'est, je leur dis, comment tu traites les gens que tu connais très bien. Pas ceux que tu connais pas. Ceux que tu connais pas, quand tu es en état de stress, tu portes de l'attention pour eux. Parce que ton besoin d'être aimé, etc., t'oblige, en fait, t'invite à être attentif. Tu vois. Mais les gens que tu connais bien, tu es moins disponible. Alors, c'est normal que tu es moins disponible parce que tu es concentré. Et moi, je t'invite à être en lien. Enfin, voilà. Quelqu'un qui est en stress, c'est très souvent lié à un problème de qualité de lien avec l'environnement. Voilà. Donc, s'il y avait une chose à retenir, c'est trouvons ces trucs pour nous remettre en lien avec l'environnement. Ouais. Et comment est-ce que... Moi, tu vois, il y a un truc qui m'est venu quand tu évoques ça, c'est finalement même des exercices d'imagerie mentale, en préparation mentale, qui sont aussi proches de la PNL. C'est finalement la relation que j'ai à la situation, à mon environnement. Actuellement, elle est, voilà, ça me génère de l'appréhension. Et en fait, comment est-ce que je change cette relation-là en de la motivation? Et c'est ce que permet des exercices, notamment de PNL. Ouais. Et, après, je dirais une autre chose aussi qui est très importante, qui m'a beaucoup aidé, c'est l'humour. Yes. Voilà, t'entends, je suis un peu en stress là. C'est juste parce que voilà, c'est la première fois que je reviens sur scène. Ça pourrait paraître idiot, mais en fait, ça me stresse un peu, ça me challenge. Mais je suis tellement heureux d'être avec vous. Tu vois, comment... Et là, tu connectes d'ailleurs quand tu dis ça. Et là, je connecte, voilà. Et ça, c'est top. Tu vois, moi, j'ai mes premières formations que j'ai appris. Il fallait pas montrer le stress, il fallait pas montrer tout ça, mais en fait, c'est beaucoup plus... Dès qu'on connecte et on interagit avec les gens dans notre authenticité, dès qu'on met de l'humour, vraiment, amour et humour, c'est deux canaux qui sont vraiment importants. Et l'humour, ça aide tellement les situations avec soi, avec l'autre. Bon, voilà. On a un problème de PowerPoint. Bon, voilà, on fait un peu d'humour, on prend de la légèreté, on crée du lien, on s'excuse tout en étant sympathique, etc. C'est ça qui compte. C'est la qualité de la relation. Les gens nous jugent pas pour le contenu, pour la qualité de l'énergie et la relation. Et allez, une dernière petite technique pratico-pratique, si la personne n'a pas l'occasion d'aller dans la salle, de connecter justement avec son environnement avant, ce serait quoi, toi, le petit exercice facile à faire en autonomie que tu recommanderais pour, très simple, pour arriver dans de bonnes reliance conditions? avec soi déjà. Yes. Et ça, c'est suppose. Moi, j'ai un truc qui est très simple, c'est inspirer. Enfin, si je peux fermer les yeux, inspirer, me redresser, monter mon... Voilà, parce que ça me réouvre et ça ouvre mon cœur aussi. Et au lieu de me mettre en mode protection, je me mets en mode ouverture. Donc, inspirer, sourire et dire merci. Inspirer, parce que d'abord, ça nous invite à l'inspiration, dans tous les sens du terme. Fermer les yeux, ça nous ramène en connexion avec nous-mêmes, dans notre espace. Inspirer, sourire. Quand on sourit, en général, c'est que des choses plutôt positives nous arrivent. Donc, il y a toute une physiologie qui se met en place et donc un état interne spécifique au sourire. Et dire merci, ça ne fait que renforcer le sentiment de gratitude qu'on peut avoir à l'égard de la chance de vivre cette situation qui, même si on ne l'a pas toujours choisie, est toujours l'occasion de grandir, en fait. Alors, simple, voilà, inspirer, fermer les yeux, sourire, dire merci. Moi, c'est un truc qui m'aide beaucoup. Et donc, ça crée aussi un espèce d'ancrage pour moi quand j'en ai besoin. Voilà. Je souris parce que je pense que tous mes coachés qui nous écouteront, je donne ces techniques systématiquement pour la pratiquer moi-même. Et enfin, c'est tellement efficace. Parce que ça nous met en reliance, là encore, avec nous-mêmes. Exactement. Donc, dès qu'on est en reliance avec nous-mêmes, même si on a un peu en tension, ça va tellement mieux. Il faut vraiment comprendre que le stress, c'est lié à de la dissonance et que ça nous divise. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est nous relier. Voilà. Et l'énergie du cœur, l'énergie plus spirituelle, elle est là pour nous relier, parce qu'on est reliés. Mais dès qu'on rentre dans la division, on passe dans le jugement, le rejet. Donc, c'est deux mondes qu'il est important d'aborder dans les deux sens. Parce que c'est OK d'avoir peur, c'est OK d'être dans la division, etc. Mais on peut aussi être dans l'autre dimension. Voilà, en quelque sorte. Trop bien. Et je rajoute mon petit ingrédient supplémentaire que tu connais très bien. C'est se connecter aussi à son intention. C'est quoi mon intention pendant cette prise de parole, pendant ce podcast avec toi? Tu vois, moi, pour être très honnête, ce que je disais à Mike qui nous accueille, je suis arrivée à la bourre, mes questions, je les ai relues dans le métro. Enfin, tu vois, le truc un peu, justement, un peu speed. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi mon intention pour cette interview avec Polo? Dans quelle énergie j'ai envie d'être? Et j'avais juste envie d'être dans du partage, dans du kiff. Le mot qui m'est venu, c'était pétillance, tu vois. Donc, je me suis connectée à ça, en plus d'inspirer, sourire et dire merci. Et ça roule. Trop bien. Écoute, c'est super. En tout cas, bravo pour ce que tu fais. Moi, je t'ai vu évoluer en quelques années. Et franchement, félicitations. J'ai des outils en or à ma disposition. Donc, je suis toujours bluffée de cette efficacité. À chaque fois, je suis scotchée. Mais merci aussi à toi pour tes enseignements.
Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Bah oui. Et allez, Polo, pour conclure, Oui. j'aime bien poser la question, c'est quoi ta dernière plus belle prise de conscience sur ton chemin personnel? Alors, j'en ai eu beaucoup. Il y a eu celles qui ont été très fortes. Alors, peut-être une dernière. La plus récente. Ouais, la plus récente, c'est la puissance du cœur. Alors, je le répète depuis longtemps, mais je me suis remis un peu sur les programmes de Joe Dispenza. Ouais. Et tu t'as fait le Maître Pratt, toi, ou pas Non, encore? pas encore. Un Maître Pratt, il y a un truc qui connecte le cœur. Tu vois. Et à quel point... Mais c'était intéressant de voir comment ce docteur explique dans les neurosciences. C'est vraiment pointu. Ouais. Donc, je me suis refait tout son parcours, là. Et je me suis dit, mais c'est tellement ça, c'est tellement vrai. Et ça m'a rappelé à tel point, moi, je suis quelqu'un qui axe beaucoup sur les états internes, etc. Mais là, toi, je travaille ça depuis quelques mois. Sans côté que, sans m'en rendre compte, j'ai eu une petite alerte dans un groupe. Là, j'ai eu une réaction de mon corps qui m'a rappelé qu'il fallait vraiment que je fasse attention à pas, parce que je suis tellement motivé, boosté, etc. Ouais. Et donc, du coup, je me suis remis à la méditation, que j'avais un peu quitté, pour redonner de l'espace à cette dimension. Et c'est dans ce sens-là que j'ai décidé de me refaire le trajet de ce que j'avais déjà entendu avec Joe Dispenza pour le reprendre avec un niveau de subtilité plus profond. Et alors, prise de conscience vraiment clé hein, sur ces 2 derniers mois, c'est à quel point la puissance du cœur. Quand on inspire, on se connecte au cœur et on se dit waouh, qu'est-ce qui vient? À quoi j'aspire? Qu'est-ce qui vient? À quoi j'aspire? Et puis au mental, avec. Bon, il parle d'autre chose qui est au niveau de la tête, mais cette connexion au cœur, c'est quelque chose de tellement important dans toute situation. Donc voilà, j'inspire, j'expire et moi je sens le cœur qui s'ouvre et j'adore rentrer dans cette dimension où je revis l'instant présent comme un instant juste top, quoi. Et merci la vie pour ce qu'elle est. Voilà. C'est quelque chose de très important pour moi. Magnifique, on n'aurait pas pu conclure d'une meilleure manière. Polo, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui veulent en savoir plus sur ton école, sur la PNL c'est rien de plus simple. Tu as Paul Pironnet, PY-2NET. Yes. Sur Google, sur Facebook, sur Twitter. Je suis sur tous les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de contenu. Et puis, on a une application, aujourd'hui un mot, du coup. Yes, carrément. Qui s'appelle Petit Pas, petit avec un S, et qui prône, en fait, en quelque sorte, c'est un réseau social, mais du développement personnel, dans lequel on peut gratuitement d'abord faire un auto-coaching, comme ça, il y a des systèmes pour s'auto-coacher, il y a des tips et des conseils qui sont délivrés que par des pros, c'est un peu comme un Facebook, mais dans lesquels les publications seraient délivrées que par des professionnels du bien-être, développement personnel assez large. Voilà, on peut avoir des conseils pour mieux s'alimenter, comme pour faire du yoga, comme on peut faire meilleure communication, etc. Et puis, on a surtout un agenda qui nous connecte aussi à l'animation, aux événements de tous ces pros, donc c'est top. On a une cartographie aussi, parce qu'en fonction de l'endroit où on est, on peut retrouver les gens du club. On a des points verts pour les membres gratuits, des points dorés pour les pros. Et puis, on a un petit espace personnel où on peut glaner. Un peu comment ça valorise finalement les personnes qui sont sur le réseau. C'est comme une forme de tampon. Alors, le réseau est ouvert à tout le monde. C'est un réseau social. Donc, ouvert à tout le monde, complètement gratuit. Mais ça permet au plus grand nombre d'accéder encore plus facilement à du contenu quotidien qui est de qualité. Et ça, puis, le réseau social se démultipliant, les professionnels qui sont dessus, c'est là que le système économique fonctionne. C'est-à-dire qu'eux prennent un abonnement, ça va de 1 à 3 euros par jour, et peuvent, du coup, selon des critères, avoir un impact de communication. D'abord en partageant des tips, si ce sont des professionnels, sur le sujet. Par exemple, tu pourrais faire des tips régulièrement sur comment mieux parler en public. C'est une belle façon de te faire repérer. Et puis, tu peux aussi présenter tes podcasts, tu peux présenter tes lives, tu peux présenter tes formations, tu peux présenter tout ce que tu fais en ligne ou en salle, payant ou gratuit, tu peux le mettre dessus. Donc, et tout le monde peut le voir. Tu vois, et au fil des journées, puisque on regarde au jour qu'on est, puis on se dit, tiens, dans les 2-3 prochains jours ou prochaines semaines, c'est quoi les trucs importants qui se présentent sur le réseau, à quel endroit. Donc, c'est très sympa. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de créer une super communauté de gens qui puissent, autour de leaders qui ont des choses à partager, développer cette notion à la fois d'entrepreneur de cœur ou de leader de cœur. J'aime beaucoup cette idée d'entreprendre et de favoriser aussi l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. C'est pas forcément monter une boîte, mais c'est se prendre en charge.
Ouais, et se entreprendre développer. sa vie, n'est-ce pas? Voilà, et puis de le faire de manière... avec un système comme ça, on accède à tout gratuitement, donc c'est juste génial. Ouais. Parce que j'adore les réseaux, Mm. mais je trouve qu'on se perd un peu maintenant. Quand on va sur Facebook, Instagram, il y a tout. Ouais. Donc là, je voulais faire un réseau social qui soit exclusivement... qui Qui fait du rassemble bien. exclusivement... Voilà, tous les réseaux font du bien, tout dépend où on met les yeux, Ouais. mais qui est vraiment dans un mouvement développement personnel, on va dire, élargi. Génial. Bah, trop Petit bien. pas. Je pense qu'encore plus en ce moment, je remettrai le lien. Tu me le repartageras. Ouais. Sinon, sur en le description. téléphone, tu as fait dans votre application Petit pas. Petit pas, c'est une petite appli qui se télécharge, c'est génial. Trop bien. Un immense merci, Polo. Avec grand je remettrai plaisir. les liens, sa chaîne YouTube, sa formation, l'application Petit Pas qui, je pense, encore plus en ce moment, peut faire beaucoup de bien, même si vous êtes professionnel Absolument. de l'accompagnement. En tout cas, vous avez de belles choses à partager. Et n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire, à suivre la chaîne YouTube pour encore plus de belles interviews avec des personnalités aussi inspirantes que Paul Pironnet. Et à très bientôt.